Alors, sans plus attendre, nous commençons avec le premier thème de notre libre journal des idées politiques en recevant Philippe Chenet. Philippe Chenet, bonjour, merci d'être avec nous en studio. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, vous avez fait paraître, il y a quelque temps déjà, un ouvrage qui s'intitule Pinochet, l'autre vérité, paru aux éditions Jean Picolec en 2007, très exactement, où vous traitez de la relative désinformation qui règne en France sur ces fameuses années Pinochet. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet que vous connaissez bien, puisque je rappelle à nos auditeurs que vous avez également fait paraître un autre ouvrage sur le Chili, pour nos auditeurs intéressés, qui s'intitule Chili 1970-1990, histoire d'une désinformation. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, je crois que vous avez travaillé, vous avez habité au Chili dans les années 80. Alors, est-ce que en quelques mots vous pouvez présenter votre parcours aux auditeurs de Radio Courtoisie et puis nous dire ce qui vous a poussé à écrire ce livre témoignage ou ces livres témoignages, Philippe Chenet? Eh bien, écoutez, je travaillais pour une grande entreprise française qui a une activité importante à l'étranger, et j'ai fait une partie de ma carrière à l'étranger, notamment au Chili. C'est-à-dire qu'en 1981, et pour une durée de 5 ans, j'ai été affecté à un poste de direction à Santiago du Chili, ce qui m'a donné la possibilité, de connaître le pays, de le parcourir du nord au sud. C'est un pays qui est très long, disons, le long de la côte du Pacifique, et puis de rencontrer des Chiliens de toutes conditions, et ceci quasiment dès mon arrivée en poste, et de me rendre compte que ce que me disaient ces Chiliens était sensiblement différent de ce que j'avais, moi personnellement, appris en France avant de partir en affectation, et très différent de ce qu'on racontait sur le Chili dans les médias à cette époque-là. Voilà ce qui m'a entraîné petit à petit à m'intéresser à l'histoire contemporaine de ce pays dont on parlait tant, et puis de faire un petit peu la part des choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce livre s'appelle L'autre vérité, c'est-à-dire qu'il y avait une vérité qui était celle qui était racontée en France, et puis tout ce qui n'était pas dit. Moi, je me suis intéressé à tout ce qui n'était pas dit, tout ce dont j'étais témoin au Chili et qui n'était pas reproduit en France, ni dans les médias, ni dans aucun livre, etc. Donc, à mon retour, après avoir pris beaucoup de notes et m'être intéressé sur place à l'histoire du pays, j'ai décidé qu'un jour je témoignerais. Voilà. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors, vous intéressez à tout ce qui n'était pas dit, à tout ce qu'il y a pu avoir comme désinformation, peut-être aussi comme différence de traitement médiatique. Effectivement, dans les années 70, dans les années 80, vous nous expliquez dans votre ouvrage que on parle beaucoup du Chili dans la presse occidentale, alors que d'autres dictatures de la période sont un peu moins évoquées. Évidemment, vous parlez beaucoup de Cuba, qui a joué un rôle historique évidemment assez fort au Chili. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de traitement entre le Chili et puis d'autres dictatures? Comment est-ce que vous l'avez vécu à l'époque, vous, expatriés français au Chili? Alors, comme je disais, ça a été effectivement une surprise. On parlait énormément du Chili en France. Je me suis intéressé à faire une étude auprès de l'Institut national audiovisuel pour faire des comparaisons entre le nombre de notices, comme on dit à la télévision, c'est-à-dire de parutions sur un sujet donné, tant pour le Chili que pour d'autres pays tels que Cuba, tels que le Cambodge, qui dans les années 70, comme au Chili, témoignaient d'une dictature incomparable par rapport à ce qui se passait au Chili. Et j'ai été frappé par cette disproportion que j'ai essayé d'expliquer. La première explication, c'est que le Chili est un pays qui est très loin de la France,
qui n'entraînait pas à l'époque, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce qui n'entraînait pas à l'époque un très large courant de voyageurs, de personnes, et donc il était très difficile de discréditer ce qu'on pouvait dire par le fait qu'il n'y avait pas suffisamment, disons, de voyageurs rentrant du Chili pour dire, écoutez, ce que vous racontez, c'est vrai, mais ça ne correspond pas à une certaine réalité. La seconde explication, c'est qu'à cette époque-là, l'Amérique s'apprête, les États-Unis s'apprêtent à sortir du guêpier vietnamien, qui servait, on peut dire, d'argument principal à la gauche et à l'extrême gauche française sur les marchés du dimanche pour discréditer tout ce qui pouvait venir de la droite libérale. Et donc, il fallait que la gauche renouvelle son discours, et le Chili arrivait providentiellement, on le comprend de façon assez légitime, un pouvoir qui avait été élu de façon constitutionnellement inattaquable, indiscutable, et qui était renversé par l'armée. Donc il y avait une base qui allait permettre à la gauche française et européenne en général, plutôt à la gauche des pays latinos d'Europe, de relancer leur discours contre la droite en prenant, pour exemple, le Chili. Et à ce moment-là, tout a été dit, tant par la presse que par la télévision, que par des écrivains parfaitement reconnus, des signatures parfaitement reconnues, des hebdomadaires tout à fait dont la voix est elle aussi reconnue par leurs lecteurs. Et il s'est créé pendant 17 ans, c'est très long, c'était un régime militaire qui a duré, on pourrait dire, 2 septennats, en gros même plus. Et pendant ces 17 ans, on a accrédité un certain nombre de choses qui est répété inlassablement, montré inlassablement à la télévision. On crée des convictions inébranlables dans le public qu'il a été très difficile, contre lesquelles il a été très difficile de revenir. Il est évident que mon livre arrivait à contre-courant et se heurtait donc à des convictions inébranlables de la part du public, et donc a été, on peut dire, assez peu crédible. Voilà. Alors oui, vous nous racontez une histoire inespérée finalement pour la gauche, une très belle histoire d'un marxisme qui arrive au pouvoir par les urnes et qui est renversé par un très 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 méchant militaire, dictateur général qui fait couler le sang à Santiago. Alors effectivement, là on ne peut que se dire une occasion en or pour la gauche française ou européenne généralement de trouver un nouveau cheval de bataille. Cependant, votre ouvrage Pinochet, l'autre vérité, Philippe Chenet, revient un petit peu sur cette histoire et revient notamment sur ce qui a été donné comme un événement historique extraordinaire, l'arrivée au pouvoir par les urnes de Salvador Allende en 1971. En réalité, c'était pas si extraordinaire que ça, et la victoire du parti marxiste-léniniste de l'époque n'a pas été si tranchée que ça. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'arrivée au pouvoir de Salvador Allende pour démythifier un petit peu la belle histoire qui a été construite après par nos médias bien pensants? Oui, alors, on peut revenir un petit peu en arrière, on peut revenir en 59, qui est la révolution cubaine, la prise de pouvoir à Cuba de Castro et de ses troupes, les années 60, qui ont été les années, encore une fois, des États-Unis au Vietnam, qui ont été des années pendant lesquelles la jeunesse en particulier s'est beaucoup appuyée sur les prémices de la révolution latino-américaine. Che Guevara, qui était l'idole de ses étudiants un petit peu partout dans le monde, aussi en France. 1968 en France, c'est l'année dans les rues, pouvoir populaire, passez-moi l'expression, mais c'était le slogan de l'époque, élection piège à con, etc., etc. Alors, le Parti socialiste chilien, qui était très ancien, dont Allende avait été un des fondateurs, s'est déclaré, et c'est très important, comparativement au Parti communiste
chilien, qui était lui beaucoup moins radical que le Parti socialiste chilien, qui n'était pas la SFIO, qui n'avait rien à voir avec le Parti socialiste français. C'était un parti qui, à son congrès de 1967 à Chiliane, alors que le président du Chili et le régime au Chili était un régime démocrate chrétien du président Eduardo Frei, le Parti socialiste chilien, à l'unanimité de ses membres, en 67, c'est-à-dire 3 ans avant la prise de pouvoir, s'était déclaré marxiste-léniniste révolutionnaire. Avait décidé à ce congrès de la prise du pouvoir, considérant que les élections, ils avaient perdu 3 élections de suite, étaient un chemin à peu près impraticable, et que donc le chemin révolutionnaire, pour instaurer au Chili un État révolutionnaire de type cubain, il faudrait en passer, là aussi je cite, par l'abolition des règles bourgeoises, et notamment, c'est important, en vue du coup d'État de 73, la destruction, je cite là, la destruction de l'appareil militaire de l'État. C'est donc très clair, c'était ce parti socialiste qui s'est retrouvé le noyau dur de l'unité populaire, a été et s'est présenté avec un objectif d'instauration d'un État révolutionnaire au Chili. Bien. Le drame du Chili à cette époque, c'est sa constitution de 1925. La constitution de 1925 prévoyait qu'il n'y avait qu'un tour à l'élection présidentielle et que le candidat arrivé en tête de ce tour était traditionnellement coopté par le Congrès, les 2 assemblées réunies en Congrès, pour devenir le président du Chili. Or, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu 3 candidats principaux à l'élection de 1970. Les 2 candidats principaux, Salvador Allende pour l'unité populaire, a obtenu 36% des voix. Le second, qui était le candidat de droite, Alessandri, a obtenu 34%, et le troisième, celui qui est resté. Donc Allende est arrivé de façon constitutionnelle, de façon à dire 80, donc en 70, Allende va être élu. En 80, en plein milieu de la dictature, les militaires vont provoquer une 2e consultation électorale, tout de même surprenante en dictature, pour faire adopter une nouvelle constitution qui était assez copiée sur la constitution française, mais qui surtout prévoyait 2 tours à l'élection présidentielle. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de retour à une aventure au terme de laquelle un candidat est élu avec une majorité relative, et donc il y avait 36% de l'électorat qui s'était prononcé pour l'unité populaire, et le reste, c'est-à-dire une très large majorité qui ne voulait pas entendre de l'instauration dans ce pays de tradition démocratique très ancienne, de l'instauration d'un État révolutionnaire, et surtout de la suppression de l'abolition de l'institution militaire et des institutions bourgeoises. Voilà en gros ce que je peux vous dire pour dire comment Salvador Allende est arrivé au pouvoir en 70. Effectivement, Philippe Finet, il est très utile de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie de démythifier donc ce mythe de l'élection démocratique d'un candidat du Parti socialiste qui, vous l'avez rappelé, a pris le leadership sur cette idée marxiste-léniniste, qui arrive avec seulement 36% des voix en 1971 au pouvoir. Donc, ce qui est raconté de façon très 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 romancée par la gauche à l'époque. Soit, mais vous expliquez après, donc en montrant le caractère tout relatif de l'arrivée de Salvador Allende au pouvoir, comment le Chili, un pays riche mais gangrené quand même par une grande pauvreté, va progressivement dériver de 1971 à 1973 sous la coupe du parti de l'unité populaire, sous la présidence Allende. Comment le Chili va progressivement dériver vers un climat de violence, d'expropriation
de réforme agraire, de réquisition pour préparer finalement le terrain au coup d'État. Alors, après avoir démythifié cette arrivée au pouvoir d'Allende, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé les 2 ans qui ont suivi cette élection du Parti socialiste au Chili, Philippe Genet? Voilà, en fait, il y a eu 1000 jours, un petit peu moins de 3 ans. Ce qui s'est passé, vous savez, est assez facile à expliquer. D'abord, la campagne présidentielle de l'unité populaire du candidat Allende était une campagne qui était dirigée vers la saisie des biens étrangers et principalement des biens américains dans le cuivre. C'était une revendication qui était très populaire et qui a obtenu, Allende étant au pouvoir, une quasi-unanimité au Parlement pour que le cuivre chilien, qui était la principale ressource du Chili, revienne aux Chiliens. Cette chilénisation, comme on l'appelait, du cuivre, avait été entamée avant l'arrivée d'Allende au pouvoir, à peu près en 1965, par Édouard Daufré, encore une fois, qui était président de la démocratie chrétienne. Allende l'a poursuivi et a obtenu la nationalisation complète de ces grandes mines de cuivre. Mais l'erreur qui a été commise, que n'aurait jamais commise son prédécesseur, c'est que Allende a fait jouer une clause de profit excessif des compagnies américaines qui étaient propriétaires des grandes mines de cuivre. Le Chili était le 2e producteur de cuivre dans le monde, après le Zaïre, ou avant le Zaïre. Bref, c'était sa seule ressource. Et donc la richesse du Chili était très dépendante des cours du cuivre qui se décidaient ailleurs, à Londres, aux États-Unis, etc., etc. Et donc l'erreur qu'a commise Allende, c'est de décider la valeur de ces mines de cuivre avait été estimée par ce qu'on pourrait appeler en France la Cour des comptes, qui était là-bas la Contraloria de la República, avait été estimée à peu près un petit peu moins d'1 milliard de dollars, ce qui ne représentait pas quelque chose d'extrêmement important pour l'Amérique, mais qui était quelque chose de très important pour le Chili. Et donc, une estimation a été faite disant, eh bien, le Chili doit aux compagnies privées américaines propriétaires, je dis bien aux compagnies privées américaines propriétaires de ces mines de cuivre, à peu près la somme que représentent ces mines de cuivre. Donc l'État chilien considère qu'en termes de profit excessif, eh bien le Chili ne doit plus rien aux États-Unis et donc ces biens ont été directement spoliés. À partir de quoi l'administration américaine a dit si le Chili veut jouer ce jeu avec nous, nous jouerons le même jeu, ce qu'a dit Nixon. Nous sommes prêts à avoir à l'égard du Chili d'Allende la même politique, la même attitude, le même comportement que le Chili d'Allende est prêt à avoir avec nous. Bien. À partir du moment où les biens américains, il y avait le cuivre, il y avait un hôtel Sheraton, il y avait la compagnie chilienne de téléphone, tout ça représentait à peu près $1 milliard. Bien. À partir du moment où ça a été spolié, donc les Américains ont eu une attitude hostile à l'égard du Chili, alors qu'elle avait été relativement neutre malgré la campagne électorale chilienne de l'unité populaire qui avait été très axée contre les États-Unis. Donc les Américains ont décidé de ne plus aider qu'à 30%, enfin abandonner 70% de l'aide qu'ils apportaient au Chili, et puis de faire jouer une aide à l'opposition à l'unité populaire au Chili. Bon. D'autre part, et là c'est très clair et facile à comprendre, dès son arrivée au pouvoir, l'unité populaire a augmenté les salaires des fonctionnaires dans des proportions considérables, a voulu faire la révolution, c'est-à-dire à revenir sur tout ce qui composait la base traditionnelle et démocratique de ce pays, et petit à petit, alors l'inflation, il serait très long de faire l'évolution économique du pays, l'évolution du processus révolutionnaire. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus au Chili, généralement des gens d'extrême gauche qui venaient du Brésil. On a parlé de Montenegro, des Tupamaros,
Caros, etc. Tout ce qui était révolutionnaire dans les pays limitrophes du Chili a débarqué au Chili et a voulu faire la révolution. Et ça a été, il faut bien le dire, le désordre. L'armée est restée l'arme au pied. Depuis 67, le principe c'était on est constitutionnel, on respecte la Constitution, on ne se soulève pas, malgré les menaces de destruction de l'appareil militaire de l'État. L'armée est restée l'arme au pied de 67, 70 élections d'Allende jusqu'à 73. Voilà en gros, si vous voulez, ce que je puis dire. Et là, effectivement, en 73, la situation va de plus en plus mal au Chili. Vous citez dans votre ouvrage Philippe Chenet, dans votre ouvrage Pinochet, l'autre vérité, Eduardo Frei, donc un ancien président de la République chilien, qui déclarait à la chute du régime Allende: les gens en Europe ne se rendent pas compte que ce pays est détruit. Ils ignorent ce qui s'est passé. Les médias ou bien ont dissimulé la réalité du pays depuis 1970, ils dénoncent l'œuvre de destruction systématique de la nation et terminent en disant: le monde entier a contribué à la destruction d'un pays qui ne dispose pas aujourd'hui d'autres moyens de se sauver qu'un gouvernement militaire. Exactement ce que vous nous avez résumé sur ce Chili qui devient un petit peu l'antre de tous les révolutionnaires de la terre, tout en sabotant l'économie. Alors finalement, l'armée intervient et le coup d'État est dénoncé par la presse occidentale comme un génocide, un bain de sang. Qu'en est-il de la réalité exacte, Philippe Chenet ? Alors, c'est un point important parce que je considère qu'il y a eu deux piliers en termes de désinformation pendant ces 16 ou 17 ans dont je parlais tout à l'heure. L'un est effectivement ce à quoi vous faites allusion, l'autre qui est plus ponctuel et documentaire, mais ça a été je le cite tout de suite parce que on ne reviendra peut-être pas dessus, ça a été cette volonté pour des raisons idéologiques pendant 17 ans de déclarer que Salvador Allende avait été assassiné par les militaires. Or, on savait dès le lendemain du coup d'État que Allende s'était suicidé. J'ai rencontré, connu et fréquenté pendant ces 5 ans que j'ai passé au Chili le propre médecin de Salvador Allende, le docteur Giron Klein. Il m'a raconté ce qui s'était passé. Il était au Palais de la Moneda le jour du coup d'État. Il a quasiment assisté au suicide de Salvador Allende. Et puis qui a été d'ailleurs accepté, l'option du suicide d'Allende a été acceptée puisque François Mitterrand le lendemain dans le Figaro a déclaré ça ne m'étonne pas, lorsque j'ai rencontré Allende à Santiago dans son bureau du Palais de la Moneda, il m'a montré un buste du président Balmaceda qui était un président chilien. Et il m'a dit, dixit donc François Mitterrand, il m'a dit, si l'affaire tourne mal, je ferai ce qu'a fait ce président Balmaceda qui s'était suicidé. Et donc Allende, effectivement, s'est suicidé. Mais pour des raisons idéologiques, jusqu'à ce que la gauche chilienne reconnaisse, c'était en 1988 ou 89, que le président Allende s'était bien suicidé, jusqu'à cette date-là, on a présenté Allende comme ayant été assassiné par les militaires. C'est une désinformation importante. Ensuite, on a dit qu'il était mort les armes à la main, c'est-à-dire qu'on a utilisé cette formule. Bon, alors, pour répondre à votre question, c'est vrai. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, le 11 septembre 73, pendant le mois, les jours d'abord, les semaines qui se sont écoulées, la dénonciation a été très importante en France. On a parlé de milliers de morts, on a parlé de monceaux de cadavres, des écrivains tout à fait connus et je pense respectables, on peut espérer, des magazines aussi très puration. C'est ici. On a parlé de milliers de morts
Attendez, voyons. Effectivement, c'est ce que tous les journaux de l'époque s'attachaient à dire. Effectivement, présenter ce coup d'État, encore une fois, comme un acte absolument barbare commis par les militaires contre la gauche arrivée de manière respectable au pouvoir. Régis Debray a parlé du carnage fasciste, ceci dans le Nouvel Obs, numéro 463 du 24 septembre. Un autre écrivain qui écrit encore quelques chroniques aujourd'hui, curieusement dans Valeurs Actuelles, a écrit « Le coup d'État avait embrasé le Chili, les villes de province avaient dû être arrachées l'une après l'autre, plusieurs milliers de morts dans le monde du 14 septembre 73, des monceaux de cadavres dans le Nouvel Observateur, numéro 468 du 29 octobre 73, 5000 morts dans Le Monde, numéro 8920 du 18 septembre 73. En fait, le coup d'État, je donnerai mes sources immédiatement après, n'a pas été de milliers de morts, ni ce carnage fasciste dont je viens de parler. Il y a eu 202 victimes entre le 2 et le 16 septembre. Le jour du coup d'État, il y a eu 43 civils et 18 membres des forces de l'ordre qui ont perdu la vie à Santiago du Chili, et 4 civils et 12 membres des forces de l'ordre qui ont perdu la vie en province. Lorsque pendant 16 ans, on a repassé à la télévision des images du coup d'État, on a passé uniquement, et je demande à être démenti, des images du bombardement du Palais de la Moneda dans le centre de Santiago. Il n'y a aucun document photographique, vidéogramme ou autre d'exaction, d'accrochage ou de résistance qui a eu lieu en province ou ailleurs. Il n'y a aucune image, ni de Valparaiso, ni d'ailleurs. Or, il était impossible, s'il y avait eu des villes qui avaient dû être arrachées par la force, des régiments qui s'étaient rebellés contre l'armée, alors que l'armée agit de façon uniforme, l'armée et les carabiniers, il n'y a aucun document qui n'apporte la preuve de ce qui a été dit. On pourrait reprendre aussi Alors, je disais que j'avais cité mes sources. À la fin après les 3 ans d'unité populaire, après le coup d'État, une commission d'enquête qui s'est appelée Vérité et Réconciliation a été instituée par le nouveau président du Chili, qui était le président Aylwin, démocrate chrétien. Cette enquête Vérité et Réconciliation a duré à peu près un an et demi. Elle avait été ambassadeur du Chili au Brésil, ambassadeur de l'unité populaire au Brésil. C'est donc quelqu'un qui n'était pas suspecte de la moindre sympathie à l'égard des militaires. Cette commission Rettig a travaillé pendant un an, a recherché des témoignages en France, à l'étranger. Il y a eu beaucoup de Chiliens qui avaient été expatriés, qui étaient partis à l'étranger. Et alors qu'on parlait en France de 20 000 à 30 000 assassinats politiques la première année du régime militaire, la commission Rettig est arrivée à ce qui est la vérité historique aujourd'hui de 2300 victimes en 17 ans. Voilà, ceci pour dire que si il y a un exemple d'historiquement correct, contemporain, qui est très facilement démontable, c'est certainement celui qui concerne l'histoire contemporaine du Chili. Merci beaucoup Philippe Chenet pour cet éclairage sur le Chili. Votre nom était, je crois, prédestiné à parler du Chili. Merci beaucoup d'avoir pu informer nos auditeurs sur cette partie de l'histoire qui, effectivement, a souvent été présentée comme tout autre, comme une sorte de roman de la gauche par les médias des années 70, 80 et même encore aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent encore se procurer votre ouvrage Pinochet, l'autre vérité, donc par vous-même Philippe Chenet, paru en 2007 aux éditions Jean Picolec.